l'argent. C'est le facteur principal en Formule 1 pour durer dans le temps, mais surtout pour réussir à performer face aux mastodontes de notre sport. Malheureusement, beaucoup d'équipes ont disparu au fil des années à cause du manque d'argent, que ce soit la mauvaise gestion, les faibles résultats ou encore les crises financières. Aucune équipe n'a réussi à faire la totalité des grands prix de l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui, on va vous parler d'une équipe que vous connaissez sûrement, une équipe qui nous a fait vibrer dans les années 2010, mais qui a très rapidement connu une descente aux enfers. En 2012, Kimi Räikkönen fait son retour en Formule 1. Le Finlandais rejoint l'équipe Lotus F1 Team et va mettre en péril l'emploi de milliers d'employés. Entre dettes financières, tensions en interne et conflits politiques, laissez-moi vous raconter comment Kimi Räikkönen a fait couler une écurie de Formule 1. Vous le connaissez sûrement, mais Kimi Räikkönen fait partie de ces pilotes un peu à part dans l'histoire de la Formule 1. Un personnage unique, au talent immense, mais avec une personnalité bien à lui. Le Finlandais arrive en Formule 1 en 2001 avec l'équipe Red Bull Sauber, qui est une petite équipe qui se bat dans le midfield. À l'époque, il est encore très jeune, a très peu d'expérience en monoplace, mais dès ses premières courses, il surprend tout le monde. Derrière son grand calme glacial se cache un pilote extrêmement rapide. Sa première saison est suffisamment impressionnante pour attirer l'attention des plus grandes équipes. Et dès l'année suivante, en 2002, Kimi Räikkönen rejoint McLaren, l'une des écuries les plus compétitives de la grille. À ce moment-là, la réputation de Räikkönen commence vraiment à se construire. Très discret en dehors de la piste, parfois même un peu difficile à cerner, le Finlandais ne parle pas beaucoup, ne montre presque jamais ses émotions et donne souvent l'impression d'être un petit peu nonchalant. Sauf qu'une fois dans la voiture, absolument tout change. Sa vitesse est incroyable, c'est l'un des pilotes les plus redoutables du plateau et c'est l'un des futurs champions de notre génération. Avec McLaren, il se retrouve rapidement à se battre pour le championnat du monde. En 2003, il lutte face à Michael Schumacher et Ferrari pour un titre dans une bataille intense pendant toute la saison. Mais malheureusement, Räikkönen termine finalement à la deuxième place, seulement 2 points derrière Schumacher. 2 ans plus tard, en 2005, l'histoire se répète, mais cette fois-ci face à Fernando Alonso et Renault. Et encore une fois, le titre lui échappe. Malgré plusieurs victoires et des performances impressionnantes, il termine pour la deuxième fois de sa carrière vice-champion du monde. Néanmoins, ces saisons confirment une chose, Kimi Räikkönen fait clairement partie des meilleurs pilotes de sa génération. Et en 2007, un tout nouveau chapitre de sa carrière s'ouvre en Italie. Fin 2006, Michael Schumacher prend sa retraite. Le septuple champion du monde est poussé vers la sortie par le président de Ferrari, Luca Di Montezemolo, qui souhaitait préparer l'avenir de l'équipe. Et cette mission, elle est confiée dans les mains de Kimi Räikkönen. La pression est énorme pour le Finlandais. Remplacer Schumacher chez Ferrari n'est pas une mission facile. Et pourtant, Kimi va répondre de la meilleure manière possible. Okay, it's all over. It's all over. Hamilton 7. Hamilton 7. By my calculations, we win the championship by 1 point. Dès sa première saison avec l'équipe italienne, il remporte le championnat du monde pilote et constructeur au terme d'une saison complètement folle. Dans une saison dominée par McLaren, le Finlandais va profiter de la guerre entre Hamilton et Alonso pour revenir au championnat en fin de saison et s'imposer d'un seul point au Brésil. Kimi Räikkönen devient alors champion du monde pour la première fois de sa carrière avec la Scuderia Ferrari dès sa première année. Malheureusement, la suite de son aventure avec Ferrari est un petit peu plus compliquée. En 2008, son coéquipier Felipe Massa est légèrement plus performant et se retrouve à jouer le titre jusqu'à la dernière ligne droite de la saison, avant d'être finalement battu par Lewis Hamilton, qui à son tour remporte sa première couronne. Puis arrive la saison 2009 et la Ferrari sera totalement sur le changement de réglementation. La voiture manque clairement de performance, l'équipe ne peut plus lutter pour des victoires et peine à finir sur le podium, comme c'était le cas sur les saisons précédentes. Petit à petit, les relations entre Räikkönen et la direction de Ferrari commencent à se tendre. Luca Di Montezemolo estime que le Finlandais ne s'implique pas assez dans le projet et que ses performances ne sont plus du tout au niveau attendu pour un pilote qui est censé incarner l'ère d'après Schumacher.
Di Montezemolo prend donc la décision de ne pas prolonger le contrat de Raikkonen et le remplace la saison suivante par Fernando Alonso. Contre toute attente, le champion du monde 2007 et l'un des pilotes les plus talentueux de notre génération se retrouve sans volant pour la saison 2010. À l'époque, c'est une situation extrêmement surprenante. Malgré des saisons compliquées chez Ferrari, Raikkonen reste l'un des pilotes les plus rapides et les plus respectés du plateau. Il compte déjà de nombreuses victoires, plusieurs pole positions et surtout un titre mondial, et pourtant, il est condamné fin 2009 à quitter la Formule 1. Sauf que pour Kimi Raikkonen, arrêter de piloter n'est tout simplement pas une option. Même s'il ne le montre pas toujours, conduire reste sa passion, alors il décide de se lancer dans une nouvelle discipline qu'il adore depuis très longtemps, le rallye. Oui, Kimi Raikkonen s'est lancé pendant 2 ans en WRC avec Citroën. Bon, les résultats ont été assez modestes, Le rallye est très différent du monde de la Formule 1, et même si Kimi Raikkonen est extrêmement talentueux, rivaliser avec les spécialistes de la discipline a été très difficile. Il a aussi tenté l'expérience en NASCAR et pour être honnête, là aussi, aucun résultat n'a vraiment marqué sa carrière. Après 2 années loin des paddocks de la Formule 1, la carrière du Finlandais semble peu à peu commencer à s'éteindre. Et pourtant, à la fin de l'année 2011, une opportunité totalement inattendue s'offre à lui. Une équipe décide de prendre le pari de le faire revenir en Formule 1, un champion du monde qui n'a pas roulé dans la discipline depuis 2 saisons, et cette équipe, c'est Lotus. Son propriétaire, Gérard Lopez, propose donc à Kimi Raikkonen un contrat de 2 ans pour revenir en Formule 1 dès le début de la saison 2012. À ce moment-là, beaucoup de journalistes et de fans se posent beaucoup de questions. Est-ce que Kimi Raikkonen sera encore au niveau? Est-ce qu'il sera capable de se réadapter aux voitures? Mais surtout, est-ce que Kimi Raikkonen sera capable de rivaliser avec les meilleurs pilotes de la grille? Lotus est un nom légendaire dans l'histoire de la Formule 1. Fondé en 1952 par Colin Chapman, Lotus fait ses débuts en Formule 1 en 1958 et connaît rapidement le succès. 7 titres constructeurs et 6 titres pilotes. L'écurie britannique est à l'origine de plusieurs innovations majeures, comme le châssis monocoque ou encore l'effet de sol. Des pilotes iconiques comme Jim Clark, Ayrton Senna, Graham Hill, Emerson Fittipaldi sont passés par cette équipe, ce qui en fait une écurie légendaire de notre sport. Malheureusement, l'équipe se retire de la Formule 1 après la saison 1994 à cause de problèmes financiers. Et pour comprendre comment Lotus a fait son retour en 2012, il faut reparler du scandale de Renault en 2008, le Crashgate. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, je vais vous garder ça pour une autre vidéo parce que ça pourrait vous intéresser et on pourrait en faire un flashback, mais en 2009, Renault est accusé d'avoir triché lors du Grand Prix de Singapour 2008. Après enquête, il s'avère que ces accusations étaient bien vraies et vous imaginez bien que ce genre d'histoire n'a pas un impact très positif sur l'image d'une marque d'une équipe de Formule 1. Flavio Briatore, qui était le directeur de l'équipe à l'époque, est banni des paddocks de Formule 1 et toute l'histoire de Renault avec ses succès est entachée par ce scandale. Les ingénieurs quittent l'équipe, les sponsors fuient et plus personne ne souhaite être lié près ou de loin à Renault qui s'effondre doucement sous les problèmes financiers. Mais dans ce contexte compliqué, il y a un investisseur qui se présente, Gérard Lopez, via sa société d'investissement, Génie. Gérard n'est pas bête et voilà une très belle opportunité. Renault est en crise, donc il rachète 75% des parts de l'entreprise à un prix très faible dans le but d'investir un peu d'argent et de remonter la valeur de l'équipe au fur et à mesure des années. Dans le principe, c'est pas trop mal. En vrai, il récupère des ingénieurs compétents, les infrastructures d'Enstone qui sont d'excellente qualité. Fin 2009 n'est qu'une première étape du plan, car début 2011, il récupère la totalité des parts de l'entreprise. Renault revend ses dernières parts et souhaite totalement se retirer de la Formule 1 après ce scandale. Dans l'écurie d'Enstone, il ne reste donc de Renault que le moteur et le nom. À ce moment-là, Gérard Lopez sait bien que le nom Renault en Formule 1 fait tâche. Pour attirer des nouveaux sponsors pour son équipe, il doit trouver un nouveau nom qui est beaucoup plus vendeur. Et il décide donc de s'associer à Lotus. Alors, accrochez-vous bien parce que à partir de là, ça peut devenir un petit peu compliqué. En 2011, l'équipe d'Enstone devient donc Renault Lotus GP. Le nom Renault reste, même si le constructeur n'est plus présent. Lotus fait son apparition, sauf que cette année-là, il y a une autre équipe sur la grille en Formule 1 qui s'appelle déjà Lotus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, suite à la crise économique, la Formule 1 a fait un appel d'offres pour attirer de nouvelles écuries pour la saison 2010. Tony Fernandez, un homme d'affaires malaisien, est très intéressé par ce projet et s'associe au constructeur
Lotus Cars pour faire son entrée dans la discipline. Sauf que les résultats sont tellement catastrophiques qu'en 2010, Lotus Cars ne veut plus être associé à l'équipe de Tony Fernandez. Lotus veut quand même rester en Formule 1 et s'associe donc à l'écurie de Gérard Lopez pour la saison 2011. Sauf que Tony Fernandez, lui, n'est pas content de cette situation et veut garder le nom Lotus. Il rentre donc en contact avec la famille de Colin Chapman, le créateur de Team Lotus, pour racheter les droits d'utilisation du nom Lotus, et le pire dans tout ça, c'est qu'il les obtient. Ça crée donc une situation assez floue en 2011 parce que sur la grille de Formule 1, on se retrouve donc avec deux écuries qui portent le nom Lotus. Team Lotus, qui est donc l'équipe de Tony Fernandez, et Renault Lotus GP, qui est l'équipe de Gérard Lopez. Bon, honnêtement, l'affaire a été très vite réglée, vu qu'en 2012, Tony Fernandez a trouvé un nouveau partenaire pour renommer son équipe en Caterham, vous connaissez sûrement cette écurie, pendant que Gérard Lopez pourra garder le nom complet de Lotus F1 Team. En 2011, Renault Lotus GP commence donc une nouvelle ère, avec une nouvelle livrée noir et or et avec deux nouveaux pilotes, Nick Heidfeld et Vitaly Petrov. À noter forcément l'absence de Robert Kubica suite à un grave accident de rallye. Le projet de Gérard Lopez démarre bien vu que les deux pilotes cumulent un podium chacun sur les deux premières courses de la saison. Mais malheureusement, ces podiums restent les seuls faits marquants de la saison 2011. De gros problèmes financiers limitent le développement de la voiture, qui mène d'ailleurs au remplacement de Nick Heidfeld en cours de saison par Bruno Senna, qui va rapporter de nouveaux sponsors. Bon, Renault Lotus GP termine 5e à la fin de la saison au classement constructeur, mais Gérard Lopez veut frapper fort en 2012. C'est la première vraie année de son projet, la voiture 2011 avait été construite sous l'ère Renault, et pour cette nouvelle saison, Lotus F1 Team et Gérard Lopez voient les choses en grand. Renault Lotus GP devient donc Lotus F1 Team. Renault disparaît presque totalement du projet et ne reste que simplement en tant que motoriste. La fin de la saison 2011 a été vraiment difficile. Les voitures de Gérard Lopez se battaient à peine pour rentrer dans les points. L'objectif de cette saison 2012 est donc d'essayer de faire mieux en entrant beaucoup plus souvent et de façon régulière dans le top 10. Pour ça, l'équipe peut compter sur une toute nouvelle line-up. Après avoir fait quelques courses avec Renault en 2009, Romain Grosjean signe comme titulaire avec Lotus. Le Français est considéré comme très prometteur et sera associé avec un pilote avec plus d'expérience, Kimi Räikkönen. Le retour de Kimi Räikkönen en Formule 1 est une surprise pour deux raisons. La première, c'est qu'après avoir passé 2 années loin de la Formule 1 et sans succès, certains pensent que le Finlandais n'est plus du tout au niveau pour la Formule 1 et que cette saison risque d'être difficile pour lui. La deuxième, c'est que Kimi Räikkönen est un pilote de renom. Il est là pour gagner. En sachant qu'il a toujours couru dans des équipes capables de se battre pour le titre, c'est surprenant de le voir arriver chez Lotus, une équipe qui a du mal à rentrer dans les points. Gérard Lopez a bien conscience de ce problème et pour convaincre Kimi Räikkönen, il lui offre un contrat de 2 ans avec un salaire plutôt moyen, voire même assez bas pour un champion du monde. On parle d'environ 2 à 3 millions par an, mais avec une prime assez surprenante. Le patron de Lotus F1 Team promet à Räikkönen une prime de 50 000 € pour chaque point que le pilote finlandais marquera lors des 2 saisons. L'objectif de cette prime, c'est de compenser le salaire plutôt bas de Räikkönen en ayant en provision environ 30 points sur la saison, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Pour que vous vous rendiez bien compte du problème de ce contrat, mais surtout de cette prime, dites-vous que lors de la 4e course de la saison 2012 à Bahreïn, Kimi Räikkönen termine 2e et marque 18 points. Voilà. Je vous rappelle, la prime c'est 50 000 € par point marqué. Une 2e place c'est donc 18 points. Si vous êtes bon en calcul mentaux, 18 x 50 000, ça fait 900 000. Vous avez bien compris, Kimi Räikkönen en une seule course vient d'empocher 900 000 € de prime. La Lotus est tout simplement la surprise de cette saison 2012. La voiture conserve extrêmement bien ses pneus, elle possède un excellent rythme et en plus de ça, Räikkönen a toujours le même coup de volant. Il optimise à fond la performance de cette voiture. Que ce soit pour les fans, pour les journalistes et même les autres équipes, voire même pour Lotus eux-mêmes, c'est une énorme surprise. La performance de la voiture est tout simplement inexplicable. En temps normal, avec une voiture meilleure que ce à quoi on pourrait s'attendre, l'ambiance chez Lotus devrait être ultra positive. Et bien là, c'est pas tant le cas.
On est dans un scénario que Gérard Lopez n'avait pas du tout anticipé. D'un côté, il est très heureux de voir que ses pilotes soient dans les points et se battent même pour des podiums, mais d'un autre, il sait qu'à la fin de la saison, ça va lui coûter cher. Et ça ne rate pas. Le bilan de la saison 2012 pour Raikkonen est juste monstrueux. 19 courses sur 20 dans les points, 6 podiums et une victoire historique à Abu Dhabi. Ça fait un total de 207 points marqués et une 3e place au championnat pilote. Des résultats inimaginables en début de saison, mais qui permettent au final à Lotus d'avoir une très grosse rentrée d'argent à la fin de la saison. Sauf que cette entrée d'argent, elle va servir à payer les primes de Kimi Raikkonen. Parce que oui, avec 207 points x 50 000 euros, ça fait un total de 10 350 000 euros de primes. Plus de 10 millions de primes, sans compter son salaire de base, c'était clairement pas ce que Gérard Lopez avait prévu en début de saison. D'autant plus que le patron de Lotus est déjà embêté par des problèmes financiers. Le projet de Gérard Lopez, c'est de faire des prêts externes pour pouvoir investir et attendre les retombées financières dues aux performances et aux sponsors pour rembourser ses prêts. Sauf que là, ça ne fonctionne pas. Les retombées financières qui auraient dû servir à rembourser les prêts vont directement servir à payer les primes de Kimi Raikkonen. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps, car le contrat de Kimi est sur 2 saisons. Et la voiture de 2013 est bien meilleure que celle de 2012. For Kimi Raikkonen here in Australia. Raikkonen wins the first Grand Prix of the season and starts off with absolute perfection. Kimi Raikkonen remporte la première course en Australie de la saison 2013 et enchaîne les podiums et les bonnes performances. Si on est honnête, à ce moment-là, Gérard Lopez doit regretter cette prime dans le contrat parce que lui, il voit pas des podiums et des bons résultats, il voit tout simplement des millions d'euros qui partent dans la poche du pilote finlandais. À la moitié de la saison, après le Grand Prix de Hongrie, Kimi Raikkonen est 2e du championnat avec 134 points, une victoire et 5 podiums. En interne, l'ambiance est très tendue car les finances sont au plus mal. Alors oui, la voiture performe plutôt bien et Raikkonen se bat pour le championnat, mais les paiements, eux, sont totalement à l'arrêt. Les salariés de l'entreprise ne sont plus payés, les salaires ont du retard et Raikkonen ne reçoit plus l'argent de ses primes. Gérard Lopez se noie sous les dettes et doit prendre une décision forte, payer les salariés de l'entreprise ou payer Kimi Raikkonen. Assez logiquement, Raikkonen fait passer les salariés en priorité, mais cela ne l'empêche pas d'être extrêmement frustré par la situation. Énervé de ne pas être payé et en froid avec Gérard Lopez, Kimi Raikkonen commence à négocier un contrat avec Ferrari pendant l'été dans le but de revenir en Italie pour la saison 2014. Et le 11 septembre 2013, alors que la saison est en cours, Ferrari annonce le retour du pilote finlandais à Maranello pour le début de la saison 2014. Et c'est là que commence le cauchemar en interne chez Lotus. Gérard Lopez est furieux et décide de ne plus payer Kimi Raikkonen. Kimi est plus nonchalant que jamais et ne fait absolument aucun effort. Toute l'équipe se retourne sur Romain Grosjean qui devient le pilote numéro 1 absolu. Toute cette tension s'accumule jusqu'à la fin de la saison et au Grand Prix d'Inde où l'écurie craque. Sur 2 stratégies différentes, Raikkonen se retrouve devant Romain Grosjean qui a des pneus plus frais que le Finlandais. On demande donc à Raikkonen de laisser passer son coéquipier pour qu'il puisse aller chercher un podium. Raikkonen met du temps à s'exécuter jusqu'à ce que l'ingénieur active la radio et lui fasse passer ce célèbre message. Kimi, get out of the way. Don't shout there. Hold up when I have a chance, but go to the passport. C'est la fin de l'aventure de Raikkonen chez Lotus. Il reste alors 3 Grands Prix dans cette saison et le pilote finlandais n'a plus qu'une seule envie, partir. Lors du Grand Prix suivant, à Abu Dhabi, Kimi Raikkonen s'élance depuis la dernière place. Après une pénalité pour un fond plat non conforme, mais sa course tourne rapidement au désastre. Au départ, il percute une autre voiture dès le premier virage et casse sa suspension, ce qui l'oblige à abandonner immédiatement. Frustré, énervé et visiblement fatigué par la situation avec son équipe, il quitte le circuit en voiture avant même la fin du Grand Prix et ce sera sa dernière apparition au volant d'une Lotus. Officiellement, Kimi Raikkonen évoque un mal de dos nécessitant une opération, mais en réalité tout le monde le sait, il n'y avait rien, il en avait tout simplement assez. Même en ratant les 2 derniers Grands Prix de la saison, Kimi Raikkonen termine à la 5e place du championnat pilote avec 183 points, alors qu'il avait largement le potentiel pour finir 3e cette saison.
En 2 années chez Lotus, le Finlandais aura marqué 390 points, ce qui aurait dû lui rapporter un total de 19 500 000 € de primes. Il quittera finalement Lotus avec un manque d'environ 6 millions d'euros que l'équipe n'était pas en capacité de lui payer et ne lui a jamais versé. Malheureusement, l'histoire se termine très mal, et pour Kimi Raikkonen et pour Lotus F1 Team. Parti chez Ferrari, Raikkonen a eu beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles réglementations en 2014 et aux nouvelles voitures avec des moteurs hybrides. En 5 saisons chez les Rouges, il n'a remporté qu'une seule course au quota en 2018 avant de quitter la Scuderia pour rejoindre Alfa Romeo Sauber, où il terminera sa carrière au fond de la grille en 2021. Donc, concernant Lotus, l'équipe n'aura pas eu le luxe de rester très longtemps en Formule 1. Après le départ de Kimi Raikkonen, les finances sont au plus bas et Gérard Lopez compte vraiment sur la saison 2014 et le changement de réglementation pour performer et remplir les caisses de l'équipe. Lotus profite de l'arrivée de Pastor Maldonado et surtout de ses sponsors pour rembourser une partie des dettes de l'équipe. Malheureusement, la saison 2014 est une catastrophe. Le moteur Renault n'est pas à la hauteur et l'équipe ne marque que 10 petits points pour un total de 11 abandons au cours de la saison. 2015 est la dernière chance pour Lotus. Gérard Lopez emprunte encore de l'argent et achète le moteur Mercedes le plus fiable, le plus rapide. Les résultats sont meilleurs, avec notamment un très beau podium de Romain Grosjean à Spa, mais une 6e place au classement constructeur n'est pas suffisante et Lotus F1 Team est noyé dans les dettes. Ironie du sort, Gérard Lopez revend l'équipe pour 1 € symbolique à Renault, qui fait son retour finalement après 5 ans d'absence dans la discipline. Le projet Lotus avait très bien démarré, mais la gestion financière du projet par Gérard Lopez a été une catastrophe. Malheureusement, d'autres entités sportives ont ensuite fait les frais de cette mauvaise gestion. Pour mes fans de football, ça va sûrement vous parler. En 2017, Gérard Lopez rachète le club de Lille et applique le même projet financier. Il quitte le club en 2020 après que le LOSC ait failli frôler la faillite. En 2021, il se lance dans un nouveau projet en rachetant les Girondins de Bordeaux, sauf que là aussi, c'est une catastrophe. En 2022, le club termine dernier de Ligue 1 et est relégué en Ligue 2 avant d'être relégué en National durant l'été 2024 à cause d'une dette trop importante et une mauvaise gestion financière. C'est assez fou de se dire qu'un seul homme a bouleversé l'avenir de milliers d'employés, que les excellents résultats d'un pilote ont noyé une écurie sous les dettes. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma Cool Room avec Julien Simon-Chotan qui était ingénieur pour Raikkonen à cette époque et qui vous donnera quelques petits insides sur cette période très compliquée de l'écurie Lotus. J'espère que cette histoire vous aura plu, peut-être que vous la connaissiez déjà, peut-être que vous la découvrez. En tout cas, c'est pour moi l'une des histoires les plus folles. Ça m'avait marqué quand j'étais gamin de voir les tensions et cette relation toxique au final entre une équipe et un pilote. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense que ça va en surprendre plus d'un. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.